J'avais annoncé dans une vidéo 3 histoires paranormales que si on atteignait les 1000 likes, on ferait une vidéo histoire d'horreur dans un lieu flippant. C'est chose faite. Je tiens à remercier infiniment l'Escape Game qui m'accueille dans ce lieu, Tourbillon Escape Game, qui a gentiment accepté que je vienne finalement tourner une vidéo thread d'horreur dans un de leurs lieux. N'hésitez pas à les remercier en commentaire et à aller faire un tour sur leur site, et même pourquoi pas venir essayer les Escape Game. Vraiment, venez faire un tour là, c'est à Aigues-Vives, à Toulouse. Ils ont été super cool de vouloir collaborer avec un petit youtubeur comme moi, donc vraiment pour ça, un gros merci à eux. Aujourd'hui les amis, je m'apprête à raconter 5 histoires au total. J'ai sélectionné les histoires pour que ça change un petit peu de d'habitude, les manières de faire peur, même si ça reste quand même des histoires assez banales. On a passé les 50 000 abonnés récemment, je voulais vous remercier vraiment pour ça, la cam là-bas, la cam ici, c'est fou. Abonnez-vous, likez si vous en avez l'envie et si à la fin de la vidéo vous vous dites ok, ça le mérite, bah n'hésitez vraiment pas à faire ça. Mais avant de vous raconter la première histoire, laissez-moi vous en raconter une assez spéciale. Comme beaucoup d'entre vous, je passais mes soirées à scroller sur TikTok ou même à regarder plein de threads d'horreur sur YouTube. Mais un jour, j'ai décidé de briser cette routine monotone en me lançant dans quelque chose d'assez nouveau. C'est à ce moment-là que Detective Box est rentré en scène. Des enquêtes criminelles à résoudre chez soi en devenant un détective. Ça vous tente? Vous l'aurez peut-être compris pour certains, je vous parle aujourd'hui de Detective Box, qui est le sponsor de cette vidéo. Avec Detective Box, vous allez pouvoir manipuler de véritables pièces à conviction et vous immerger même dans des enquêtes captivantes inspirées d'affaires réelles. Mais là vous allez me dire, bah Léo, comment ça marche? C'est très simple. Grâce aux boîtes contenant des pièces à conviction réalistes. Et d'autre part, via une interface digitale qui vous plongera dans l'univers de chaque affaire. Mais le jeu évidemment ne s'arrête pas là. Vous avez également la liberté d'explorer de nouvelles pistes en passant des appels, en envoyant des mails et en épluchant Internet. Comme vous le voyez, il n'y a aucune limite à votre enquête. La seule règle de Detective Box, et c'est pourquoi j'adore ce concept là, c'est qu'il n'y en a pas du tout. Dans cette vidéo, je vous emmène dans leur toute dernière enquête, le tueur au tarot. Dites-vous qu'un travail de plus d'1 an a été nécessaire pour vous proposer cette expérience-là. Cette enquête se déroule sur 3 épisodes avec un scénario impliquant un tueur en série mystérieux. Les indices, comme vous pouvez le voir, sont incroyablement réalistes et chaque détail est soigneusement conçu pour vous immerger complètement dans l'histoire. On peut avoir des pièces à conviction, des vidéos d'interrogatoire et l'interface même de l'application. À vous de découvrir pourquoi le tueur au tarot est une expérience incontournable. Si vous aussi vous souhaitez vivre l'excitation ou offrir pourquoi pas cette expérience à Noël, je crois bien que c'est le moment. Avec le code promo Léo10, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 10%, en plus des moins 10% déjà offerts pour les fêtes. Et ce n'est pas tout, la livraison est offerte par Detective Box. Pour découvrir les enquêtes de Detective Box, suivez mon lien dans la description. Et si vous cherchez encore le cadeau parfait pour vos amis à Noël, qui sont comme vous sûrement fans d'horreur, la livraison est garantie entre 2 et 3 jours, parfait pour être dans les temps à Noël. Merci beaucoup à Detective Box pour leur confiance. Maintenant passons à la première histoire. La personne qui nous raconte la première histoire aujourd'hui s'appelle Nina. Et cette histoire, elle lui est arrivée les dernières vacances de la Toussaint. Cet événement l'a particulièrement traumatisée et elle pense que de nous le raconter aujourd'hui lui fera le plus grand bien. Nina nous précise directement qu'elle est en terminale et c'est donc sa dernière année de lycée. Et vu qu'elle a bossé comme une dingue tout le début de l'année et que la Toussaint est la période de son anniversaire, 17 ans, ses parents et sa famille ont décidé de la féliciter en lui offrant une chose qu'elle rêvait depuis très longtemps, 4 jours dans une autre ville de France, dont elle taira le nom évidemment pour des raisons confidentielles, mais aussi car ça n'a pas tellement d'intérêt pour la suite de l'histoire. Elle décide de partir avec son amie Tara et sa famille, qui avait donc loué un Airbnb dans un quartier plutôt cool, et en plus de ça, étudiant. Le bonheur. Les premiers jours, tout va plutôt bien se passer. Mais c'est lorsqu'arrive le 3e que là, Nina va commencer un petit peu à s'inquiéter. Le soir, du coup, elles décident toutes les deux d'aller dans un bar conseillé par un ami à eux, qui était plutôt sympa selon lui. Elle se prépare pendant une bonne heure et là, Tara va demander à Nina si elle est chaud avant de partir au bar de fumer une clope. Alors là, Nina va directement répondre oui, mais elle ne va pas trouver les feuilles pour rouler la clope et la fumer. Elle va passer 1 heure à les chercher, mais rien n'y fait, elle ne les trouve pas. Alors, elle va décider d'aller en demander chez son voisin. En plus de ça, elle le trouvait assez beau, donc c'était vraiment bénéf pour elle. Elle allait gagner des feuilles pour sa clope, mais aussi rencontrer un homme super séduisant.
trop cool. Elle va toquer chez lui, et là, c'est pas le beau mec de 20 ans qu'elle va voir devant elle. La personne qui va lui ouvrir la porte, c'est un homme âgé d'environ une trentaine d'années, qui avait l'air d'être défoncé. Mais pas défoncé de fatigue, là on était sûrement sur une substance illicite. Nina, ça va un petit peu l'étonner, sauf qu'elle va quand même rester polie et lui demander du coup s'il aurait une feuille sur lui pour qu'elle roule sa clope. Et la réponse de l'homme va être une proposition. Il va lui demander si elle a besoin de feuilles beaucoup plus grandes pour rouler un sandwich. Un sandwich, vous avez compris, c'est pas vraiment un sandwich, mais pour les gens qui auront la ref, vous avez compris. Nina va répondre que peu importe, elle s'en fout en réalité, juste elle, ce qu'elle veut, c'est juste une petite feuille, n'importe laquelle, grande ou petite, elle s'en fout, mais juste voilà, elle veut simplement rouler sa clope avec, c'est tout. Et après cette réponse de Nina, le mec va rire, et il va lui demander si elle veut rentrer chez lui. Nina, ne le connaissant pas du tout et ne voulant pas forcément apprendre plus à le connaître, va répondre que non, elle n'a pas envie, elle va très vite clore la discussion et va rentrer dans son appartement, évidemment tout en restant poli. Et là, l'homme va la regarder fixement pendant plusieurs secondes et va rentrer chez lui. Il va rentrer chez lui pour aller lui chercher du coup cette fameuse feuille pour sa clope, et pendant ce temps-là, Nina, elle, va attendre. Elle va attendre en regardant vite fait l'appart du palier pour s'occuper. Elle nous avoue qu'un frisson va lui parcourir le dos, car son appart, elle va voir qu'il est rempli de sous-vêtements féminins, mais de petites filles. Et elle se dit que si le mec est papa, eh bien qu'elle ne sait pas vraiment si la gamine est entre de très bonnes mains. Le mec va quand même finir par lui donner son paquet de feuilles, Nina va en prendre une, lui rendre, et va finir par partir. L'homme ne va pas plus réagir que ça, et va lui aussi rentrer chez lui. Elle raconte cette histoire à Tara en rigolant, un peu pour décompresser de l'événement trop gênant qu'elle vient de vivre, et après elles sont donc allées au bar. Les filles vont revenir un peu éméchées vers 1h du mat, et là, arrivées devant la porte, elles vont être tétanisées de peur. Tétanisées pour la simple et bonne raison qu'elles entendent de la musique sortir de leur appartement, alors qu'elles avaient bien vérifié que l'enceinte était éteinte au moment de partir. Vu que Nina n'a quasiment rien bu, elle est donc la plus responsable et va décider de mettre tout doucement la clé dans la porte pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. L'avantage, c'est que l'appart est petit et que la porte donne sur l'arrière du canapé qui fait face au petit balcon. Elle entrouvre la porte et là, son cœur va se figer. Le voisin de tout à l'heure est là, torse nu, au milieu de la pièce, en train de danser doucement, les yeux fermés. L'odeur de l'appart apparemment était affreuse, ça puait la drogue, comme va nous le décrire Nina. Le mec avait dû sûrement se défoncer le crâne. Elle va apercevoir un deuxième truc dans cette journée qui va lui glacer le sang, c'est pas fini du tout. Il y a partout dans leur appartement leurs vêtements qui ont été défaits et qui sont défroissés. Elle ne va pas vouloir le contexte de pourquoi ils sont froissés, car elle imagine tous les trucs les plus glauques qu'aurait pu faire ce mec pendant leur absence. Nina va arriver à garder heureusement son sang-froid, le temps de refermer la porte doucement pour ne pas éveiller quelconque soupçon chez l'homme. Elles vont refermer comme si de rien n'était, comme si elles n'avaient jamais vu ce qui venait de se passer, et vont très vite finir par se cacher sous les escaliers qui menaient à leur appartement. Elles vont évidemment après ça appeler la police, et les flics vont arriver 10 minutes après. Ils ouvrent la porte, et là, ils vont voir ce mec. Il est encore là, il n'avait pas bougé. Ils vont le choper, le menotter, et vont lui enlever le sandwich qu'il avait dans la main et qu'il était en train de fumer. Ils vont le ramener au poste, et les filles vont barricader l'appartement par peur que le mec revienne pour on ne sait quelle raison. Les filles ne vont évidemment pas arriver à fermer l'œil de la nuit, elles sont beaucoup trop traumatisées par l'événement qu'elles viennent de vivre, et je peux les comprendre. Et on peut tous les comprendre, sauf que ce n'est pas la dernière chose qu'elles vont apprendre par rapport à ce mec. Les policiers vont les appeler le lendemain matin. Ils vont leur expliquer qu'ils ne peuvent malheureusement rien faire avec ce mec et qu'ils vont être obligés de le relâcher car personne n'a porté plainte contre lui. Et oui, Nina n'a pas porté plainte, elle n'a pas voulu que cette affaire soit trop médiatisée, surtout au vu de ses parents. Elle ne voulait pas du tout les inquiéter, alors elle a dit aux policiers juste de le garder quelques nuits jusqu'à qu'elle parte. Mais finalement elles sont parties le soir direct tellement qu'elles étaient terrifiées de ce qui venait de leur arriver. Oui, le mec a bel et bien été relâché. Elles n'aiment pas du tout parler de cette histoire-là, elles n'en ont d'ailleurs jamais parlé à leurs parents et même à leur entourage, c'est vraiment resté que entre elles, mais elles voulaient quand même aujourd'hui, même si elles sont pas trop open pour en parler publiquement, le raconter sur Reddit dans le but de faire un petit peu de prévention pour les jeunes et pour aussi faire passer le message qu'il faut toujours garder son sang-froid dans ce genre de situation un petit peu stressante, essayer de prendre sur soi, mais aussi de ne pas parler aux inconnus. À part s'ils sont évidemment humainement super cool quoi. Quoique, on sait jamais en vrai. Il y a potentiellement des psychopathes qui se cachent
parmi les gens cool. J'arrête, c'est un peu chiant, c'est un peu long en plus, enfin, le plan était assez... J'adore ce plan d'ailleurs, assez large. Pas d'argument, mais je le trouve cool. Nina va finir par nous préciser une dernière chose, et après ce sera du coup la fin de la première histoire. Elle précise qu'elle a réalisé un commentaire sur Airbnb avec le compte de ses parents, le déconseillant. Elle va prétexter à ses parents qu'il y avait beaucoup trop de bruit et qu'il fallait vraiment qu'elle le signale quoi. C'était évidemment faux, elle voulait juste pas du tout que ses parents, eh bien, sachent la vérité. Donc certains qui vont dans des Airbnb des fois, faites vraiment attention à vous. Et maintenant passons à la deuxième histoire. C'est parti. La deuxième histoire, c'est Lolo qui va la vivre. C'est un surnom. Pour être honnête, elle a 25 ans et va nous raconter une histoire qu'elle a vécue il y a 9-10 ans à peu près. Cette histoire s'est déroulée en région parisienne. C'était en mai, le temps était assez magnifique et elle sortait du lycée à cette époque-là à 16h, en prenant comme toujours le même chemin. Quand tout d'un coup, une Smart décapotable va s'arrêter devant elle. L'homme au volant avait une casquette, enfilé, une barbe bien taillée, des yeux verts, et il devait avoir environ 25 ans. Enfin du moins c'est ce qu'estime Lolo. Il avait l'air assez normal et plutôt beau gosse. Elle s'arrête donc en même temps que lui, pensant qu'il voulait lui demander son chemin, et là, il lui a dit avec un grand sourire « Eh mais tu serais pas la petite sœur de Lucas par hasard ?» Ce à quoi Lolo va répondre que oui, puis il va enchaîner en lui expliquant qu'il est à la fac avec son frère, en précisant le nom de la fac. Il va lui expliquer qu'ils se connaissent super bien avec son frère, qu'ils sont assez potes, et qu'ils jouent même dans la même équipe de rugby. Ensuite, il va lui donner son prénom, Jérémy, et va lui expliquer qu'il était venu chercher son cousin à la gare, mais que son train il avait un peu de retard. Lolo va écouter ce qu'il a à dire, va acquiescer ses propos, et au même moment qu'elle fait ça, lui va lui demander une dernière question. Il va lui proposer de la raccompagner chez elle en voiture puisqu'il habite pas très loin. Lolo, le trouvant assez sympathique et en plus comme c'est un pote à son frère, eh ben va accepter. Le trajet va plutôt bien se passer, ils vont continuer à discuter et arrivé chez elle, il va lui demander s'il peut monter en attendant l'arrivée de son cousin. Comme il n'avait personne à ce moment-là dans la maison, Lolo va accepter. Elle précise qu'elle sentait plutôt bien ce mec et qu'il n'avait pour l'instant aucun risque et aucun signe bizarre pour lesquels elle devait s'inquiéter, étant donné que le mec était un super bon pote de son frère. Une fois dans son appartement, elle lui propose gentiment un verre d'eau et il se dirige juste après ça sur son balcon pour fumer une cigarette. Puis ils vont commencer à parler de tout et de rien, de la vie en général, des activités qu'ils font, jusqu'à que Lolo elle remarque qu'il est très bizarre ce mec, en réalité. Il va commencer à lui dire qu'elle était très jolie et va même lui demander si elle peut aller enfiler une jupe et des talons pour voir comment elle rend habillée comme ça. Sur le coup, elle va hésiter, elle va pas trop comprendre pourquoi il veut la voir comme ça. Lui, il va renchérir, il va vraiment insister, il veut vraiment la voir comme ça. Et elle, sous la pression, elle va accepter. Elle arrive vers lui, il la regarde avec un air un peu pervers, puis elle va très vite se rhabiller et lui dire qu'elle n'aime pas du tout faire ça, et c'est grave compréhensible. Elle est vraiment gênée de la situation, elle est pas du tout à l'aise quoi. Et en plus elle va lui dire « Mec, t'es trop étrange, pourquoi tu veux que je fasse ça en fait ?» Lui ne va pas répondre. Il va rester stoïque, comme si cette question le dérangeait et qu'il ne voulait même pas l'entendre. Elle nous avoue que ça l'a un peu saoulée, du coup elle va rentrer à l'intérieur de son appartement pour s'asseoir du coup sur son canapé. Il va la suivre et va s'asseoir à côté d'elle. Il va faire un truc un petit peu gênant, il va mettre son bras autour de son cou et va commencer à faire un truc horrible, il va descendre sa braguette. Et encore pire que ça, il va commencer à se masturber, du coup sur elle. Elle va s'éloigner, trouvant ça répugnant, et va lui demander d'arrêter de faire ce qu'il fait, car c'est de un ultra irrespectueux et ultra chelou. Ils ne se connaissent même pas, ils ne se sont jamais vus, c'est la première fois qu'ils se voient. Pourquoi tu fais ça? C'est ce qu'elle va lui dire. Essayant d'agir normalement, même si elle avait très peur à ce moment-là, elle va lui demander de partir de sa maison, parce que sa famille allait rentrer dans quelques temps. Ce qui était évidemment faux, mais elle n'avait pas d'autre moyen pour le faire partir que de le menacer que ses parents allaient très vite arriver. Et là, l'homme va partir. Énervé, il va claquer la porte en l'insultant. Et arrive le lendemain. Le lendemain, elle va faire les courses avec son frère et va commencer à lui expliquer qu'un mec en Smart décapotable qui s'appelait Jérémy s'était arrêté devant elle, près de son lycée, et prétendait le connaître et être dans sa fac. Elle lui explique également ce que ce mec avait dit sur lui et qu'il avait proposé du coup de la ramener chez eux. Et là, son frère il va être choqué, il va même plus arriver à parler et va dire à sa sœur « Petite sœur, j'espère que tu n'es pas montée dans sa voiture car je ne connais pas du tout ce mec-là. » Elle va lui mentir, elle va pas oser lui dire la vérité car elle trouvait ça aussi honteux qu'elle ait accepté de faire rentrer aussi naïvement un mec chez eux.
Tout ça pour dire qu'il faut faire très attention. Elle pense que cet homme l'avait trouvée en fait sur Facebook à cette époque-là, puis a essayé de la rassurer en lui donnant des informations sur son frère qu'il avait sûrement dû trouver sur ses réseaux sociaux. Elle ne sait honnêtement pas ce qui lui serait arrivé si elle n'avait pas dit que quelqu'un allait très vite rentrer à la maison chez elle. En tout cas, elle est persuadée qu'elle ne fera plus jamais la même erreur car elle est vraiment traumatisée de cette histoire. Et un jour, elle a expliqué l'histoire à sa meilleure amie, qu'il a raconté, elle, à son frère, et son frère lui a dit, après, qu'il avait vu quelques jours plus tard, dans sa ville, un type en smart décapotable, mais n'a malheureusement pas pu capturer sa plaque d'immatriculation en photo. Conclusion très simple, ne montez évidemment pas dans la voiture d'un inconnu, c'est super important vraiment, je parle surtout aux petits là, qui seraient influençables très facilement sur ça, même si le mec semble vous connaître, ne montez pas, si vous vraiment, c'est pas votre père ou votre mère ou votre meilleur ami, ne montez pas les gars. Okay, même s'il a l'air complètement normal et qu'il dit qu'il connaît votre mère ou votre père, vraiment c'est non. C'est non directement, vous refusez ou vous criez. N'ayez pas honte, criez à l'aide, que quelqu'un veut vous kidnapper, voilà. Je sais pas, faites un truc ou courez, voilà. Mais barrez-vous, mais ne restez pas à côté, ok? On est sur un connard moralisateur, mais je trouve ça quand même en vrai assez important de dire ça. On passe à la prochaine histoire? C'est parti. Cette histoire-là, elle est arrivée à Damien quand il avait 23 ans. Et dites-vous que encore à l'heure actuelle, il a des séquelles physiques et morales de l'expérience que je m'apprête à vous raconter. Damien louait un appartement dans un quartier assez calme. Il était situé au 2e étage et avait un petit balcon bien exposé au soleil. Il adorait vraiment cet appartement. Il avait rompu avec sa copine de l'époque et ses journées étaient rythmées par le boulot, la salle de sport et dormir. Seulement, depuis quelques jours, il avait la sensation d'être observé par quelque chose. Il ne saurait pas quoi décrire, mais il avait l'impression voilà, que quelque chose, souvent, le regardait. Vous connaissez toute cette sensation-là, celle d'avoir un regard posé constamment sur soi-même et qui vous fait naître dans le dos des frissons glaciales, on le connaît tous. Et dans tous les threads d'horreur, pratiquement, il y est. Au début, il ne va pas plus y prêter attention que ça, mais plus le temps passait et plus les choses devenaient assez étranges. Des appels inconnus retentissaient au beau milieu de la nuit et même une boîte de chocolat avait été disposée dans sa boîte aux lettres pour il ne sait quelle raison. Un soir, comme les autres, après une bonne douche chaude et un bon repas, ce fut rapidement le moment d'aller dormir pour Damien. D'habitude, il s'endort assez rapidement, mais cette nuit-là, impossible pour lui de trouver le sommeil. Il y avait une odeur dans sa chambre, un parfum qui lui semblait familier. Et pour il ne sait quelle raison, cela l'a totalement effrayé. C'était impossible pour lui de dormir, alors il s'est décidé de regarder des vidéos sur YouTube sur son téléphone. Et au bout de quelques minutes, son téléphone sonne. C'était un appel inconnu. Il décroche, assez énervé, et explique très clairement à la personne que si elle le rappelle encore une fois, qu'il serait prêt à lui défoncer la tronche. Je vous assure, dans son texte, il a expliqué aussi violemment que ça apparemment. Mais à cette menace-là, il n'a eu aucune réponse. À part si un rire. Ce rire lui a glacé le sang instantanément. Non pas par son intonation, mais par sa provenance. Ce rire-là, il venait de son appartement. Il en était certain. Il ne sait pas encore aujourd'hui pourquoi à ce moment-là il n'a pas décidé directement à appeler la police, sûrement peut-être par fierté et même parce qu'il pensait être capable de gérer ça, alors que pas du tout. Il a été vraiment tétanisé de découvrir que le rire provenait de sa propre maison. Terrifié, il se lève quand même, il se dirige vers le salon, mais rien. Pareil pour les autres pièces, il ne va rien voir du tout. Peut-être qu'il avait dû halluciner, mais il y a un endroit qu'il n'a pas fouillé. Et cet endroit, eh bien c'est le balcon. Il est au 2e étage, et pour lui c'était impossible que quelqu'un aurait pu s'introduire à ce niveau-là. Mais bon, il préfère être sûr et va quand même aller vérifier. Il ouvre donc les rideaux du salon, et là, son corps va se figer. Il sent chaque muscle de son corps se tendre au maximum. Elle était là, derrière la vitre, avec un sourire exorbitant sur le visage. C'était son ex. Léa. À cet instant, il ne va être pas en usage de réfléchir. Tout va se mélanger dans sa tête, il ne va pas comprendre ce qui se passe et qu'est-ce que fout son ex, Léa, sur son balcon. Son instinct va lui hurler de courir, mais impossible pour lui. Il va être tétanisé et planté au sol. Léa va s'avancer, toquer à la vitre en lui demandant de la laisser entrer, que ce n'était pas bien de laisser une jeune fille dehors. Le son de sa voix reste encore aujourd'hui gravé dans sa mémoire. Mais c'est le bruit de ses ongles contre le verre de la vitre qui va encore plus lui glacer le sang. À l'heure d'aujourd'hui, il ne supporte plus du tout ce bruit. Il suffit qu'une personne juste cogne ses ongles
contre une vitre que ça lui déclenche vraiment des trucs horribles dans son corps. Les minutes semblent durer des heures et lorsque sa voix devient de plus en plus forte, son corps va l'obéir de nouveau. Damien va très vite appeler la police et lui gueule de partir. Hors de question pour lui d'ouvrir la porte ou de la quitter des yeux. Elle va continuer à gratter, à hurler et son regard à un moment va se figer, comme s'il était vide et qu'elle ne ressentait plus aucune émotion. Le calme était encore pire que le raffut qu'elle venait de faire. Il explique la situation à l'opératrice et d'un seul coup, Léa va sauter du balcon. Instinctivement, Damien va être terrifié et va ouvrir la porte pour voir si tout va bien. Mais là, plus aucune trace de Léa. La police, à leur arrivée, ne vont pas du tout réussir à trouver de traces de Léa également et ne vont aussi pas parvenir à expliquer comment elle a réussi à atteindre le balcon et à disparaître comme ça aussi vite. Depuis ce jour, il ne l'a jamais revue. Il a évidemment changé de numéro de téléphone pour sa propre sécurité, mais aussi d'appartement, et a essayé de reprendre une vie normale comme il l'avait avant ça. Mais une seule chose a fini de le hanter. C'est un message qu'il a reçu quelques mois plus tard d'un numéro inconnu. Je ne t'ai pas demandé si les chocolats étaient bons. À bientôt Nathan. Bisous. Cette histoire reste pour lui l'un des deuxièmes plus gros traumatismes de sa vie. Et c'est la fin d'ailleurs aussi de son histoire. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie également le point de vue là-bas. Merci encore une fois à Detective Box pour avoir sponsorisé cette vidéo, mais aussi au Tourbillon Escape Game de m'avoir accueilli dans leur magnifique décor. Je trouve vraiment ça génial, c'est trop beau. J'espère que vous aurez apprécié ce contenu, ces 3 histoires. N'hésitez pas, voilà, je mettrai tous les liens en description du Tourbillon Escape Game, mais aussi de Detective Box. N'hésitez pas à les soutenir à fond. Ils me soutiennent et c'est grâce vraiment à eux qu'on peut produire ce genre de choses assez sympathiques visuellement. Merci encore à vous de me suivre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo remplie d'histoires flippantes. Je la refais ou pas? Je la refais pas. Remplie d'histoires flippantes. Merci à vous de me suivre et à très vite. Ciao. J'ai fini pile à l'heure, putain.